Bonjour et bienvenue. On se souvient toutes et tous de cette période où, du jour au lendemain, nos écrans sont devenus nos salles de classe. Et nos bureaux, nos salles de réunion, tout. Exactement. Le numérique a envahi l'éducation, souvent par pure nécessité. Mais aujourd'hui, on va voir que derrière l'urgence, il y avait peut-être une petite révolution. C'est ça. On a une étude passionnante sur l'enseignement du chinois dans les universités françaises et elle montre comment une plateforme comme Moodle peut faire bien plus que juste héberger des cours. Elle peut devenir un véritable laboratoire. Voilà. Notre mission, c'est de comprendre comment de simples quiz en ligne et les données qu'ils génèrent permettent de passer d'un enseignement au feeling à une pédagogie presque chirurgicale. Vous mettez le doigt dessus. Ce qui s'est passé, c'était pas juste un transfert de la salle de classe vers Zoom. La crise a forcé l'adoption massive de ces outils et, sans le vouloir, elle a ouvert une boîte noire. Laquelle? Celle du processus d'apprentissage lui-même. L'idée de l'étude, c'est que chaque clic, chaque réponse d'un étudiant, ça laisse une trace numérique. D'accord. Et en agrégeant des milliers de traces, on commence à voir des motifs. C'est un peu comme si les profs, qui naviguaient souvent à l'intuition, recevaient d'un coup un microscope pour observer ce qui se passe dans la tête des étudiants. Alors, pour bien utiliser ce microscope, il faut planter le décor. On est à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Un lieu emblématique, oui. L'année, c'est 2020-2021, donc en plein confinement. Et le public, c'est une grosse promo de plus de 100 étudiants en deuxième année de chinois. Si ça, pour un cours de grammaire et vocabulaire. Et dans ce chaos, les enseignantes ont mis en place ce qu'on appelle la classe inversée. Alors ce mot est un peu à la mode, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est vrai qu'on l'entend partout. Mais ici, c'est très clair. Le principe, c'est de retourner le schéma classique. Au lieu d'un prof qui parle pendant 1 heure et donne des devoirs, on fait l'inverse. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avant chaque séance, les étudiants ils se connectent sur Moodle et ils travaillent en autonomie. Ils ont les diaporamas, les fiches de vocabulaire, Tout le contenu brut, en fait. voilà. Et surtout, ils font des exercices autocorrigés pour voir s'ils ont compris. Donc le travail de découverte se fait seul, à la maison. Mais alors, à quoi sert le cours en direct sur Zoom? Le temps n'est plus pour transmettre l'info, ça, c'est déjà fait. Il est dédié aux questions, aux points difficiles. Au blocage. Exactement. Et à la mise en pratique. Le rôle du prof change complètement. Il n'est plus le sage sur l'estrade, mais plutôt un guide, un coach. L'étudiant est bien plus autonome. Je vois, c'est une réorganisation totale. Mais si je comprends bien, le cœur de l'étude, c'est pas tant la classe inversée que ce qu'elle a permis de révéler. Tout à fait. Ces quiz en ligne, en soi, c'est pas nouveau. Le secret, j'ai l'impression, c'est ce que l'étude appelle l'analyse psychométrique. Le mot fait un peu peur, vous pouvez nous traduire? Oui, c'est le mot qui impressionne. Mais en fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Le quiz, c'est juste l'outil qui collecte les données. La magie, elle est dans l'analyse. D'accord. Et la psychométrie ici, ça veut juste dire qu'on utilise des statistiques de base pour évaluer la qualité d'une question. Moodle fait ça tout seul d'ailleurs. Et quels sont ces indicateurs? Il y en a deux principaux. Le premier est très intuitif, c'est l'indice de facilité, l'IF. C'est tout simplement le pourcentage d'étudiants qui ont donné la bonne réponse. Ah oui, d'accord. Si 95% des étudiants ont bon, la question est trop facile. Si seulement 10% réussissent, elle est trop dure. Logique. Précisément, une question à 95% ou à 10%, elle nous apprend pas grand-chose. Elle ne permet pas de distinguer les niveaux. Elle est soit triviale, soit inaccessible. Voilà, ça c'est la première moitié de l'histoire. Le deuxième indicateur est plus subtil et encore plus puissant. C'est l'indice de discrimination, l'idée. Là, ça se corse un peu. Qu'est-ce que ça discrimine, au juste? Ça mesure la capacité d'une question à séparer, disons, les bons étudiants des étudiants plus en difficulté, sur l'ensemble du test. Je vois. Imaginez un examen. Une question avec un super indice de discrimination, c'est une question que les étudiants qui ont eu 18-20 ont réussi et que ceux qui ont eu 8-20 ont raté. Elle trie efficacement les niveaux. C'est ça. Elle discrimine les niveaux de maîtrise. À l'inverse, si tout le monde réussit ou si tout le monde échoue, elle discrimine personne. Et pire, si les meilleurs échouent et les moins bons réussissent. Alors là, c'est qu'il y a un problème avec la question elle-même. Exactement. Elle est sûrement mal posée ou la correction est fausse. C'est fascinant, hein? Ça veut dire qu'une question peut être factuellement correcte, mais pédagogiquement inutile, voire contre-productive. On pense toujours à trouver la bonne réponse, mais jamais à concevoir la bonne question. Vous avez parfaitement saisi la nuance. Et c'est avec cette double lecture que l'étude a analysé des centaines de questions, en distinguant bien deux choses. Lesquelles? D'un côté,
l'évaluation formative. C'est les 185 questions des exercices de la semaine. Le but, c'est de s'entraîner. L'enjeu est bas. Voilà. Pour elle, on regarde surtout l'indice de facilité. Il faut que le défi soit stimulant, mais pas décourageant. D'accord, ça c'est pour l'entraînement. Et pour les examens, j'imagine que les critères sont plus stricts. Bien sûr, ça, c'est l'évaluation sommative. Elle portait sur 101 questions sur 4 examens. Et là, l'objectif, c'est de mesurer un niveau. Donc l'indice de discrimination devient crucial. Il devient la clé. On a besoin de questions qui trient de manière fiable les étudiants qui maîtrisent de ceux qui ont encore des lacunes. Alors, le moment de vérité. Cet audit des questions, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que les examens conçus dans le feu de l'action étaient à la hauteur? Eh bien, les résultats sont franchement impressionnants. Pour les exercices d'entraînement, presque 3/4 des questions, 73%, avaient une difficulté pertinente. C'est déjà un très bon score. C'est un très bon score. Mais pour les examens, c'est encore mieux. 80% des questions avaient une difficulté adéquate. Et le chiffre le plus important? L'indice de discrimination. Oui. 72% des questions d'examen avaient une capacité de discrimination adéquate ou très bonne. En clair, ça veut dire que les évaluations étaient justes, fiables et efficaces. Ce qui est une validation très forte du travail des enseignantes. Mais au-delà de ça, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ce microscope nous apprend sur les difficultés réelles des étudiants? Qu'est-ce qui coince vraiment en chinois à ce niveau-là? C'est le cœur de l'analyse. En isolant les questions avec un faible taux de réussite, l'étude dresse un portrait robot très précis des points de blocage. Alors, quels sont-ils? Sans grande surprise pour un spécialiste, mais avec une validation par les chiffres cette fois. En tête, on a les compléments verbaux. C'est une structure qui n'existe pas vraiment en français, c'est ça? Exactement. Puis viennent les propositions relatives, comment dire « l'homme qui est assis là-bas ». En chinois, la construction est inversée par rapport au français. D'accord. On trouve aussi les structures pour comparer les choses. Et un point très subtil, la capacité à passer du registre formel au registre informel. Et est-ce que les données montrent si certains types d'exercices sont plus difficiles que d'autres? Un QCM par rapport à une question ouverte, par exemple? Absolument. Et de manière spectaculaire. 2 formats de questions se détachent très nettement. Le champion de toute catégorie de la difficulté, c'est l'ordonnancement. C'est-à-dire? On donne des mots en vrac et il faut reconstruire la phrase dans le bon ordre. Ce type de question, à lui seul, représente 76% des questions jugées difficiles dans les exercices. Ah oui, quand même. Et le deuxième, c'est la réponse courte. Là, il faut taper soi-même un mot, sans choix multiples pour aider. Ça me rappelle mes cours de langue au lycée. Remettre les mots dans l'ordre, c'était toujours une catastrophe. Et on comprend pourquoi maintenant. Bah oui, pourquoi à votre avis? Parce qu'on ne peut pas deviner. Ça force une compréhension active de la grammaire, de la syntaxe. On ne peut pas s'en sortir par chance. C'est exactement ça. Ça teste la compétence de production, pas juste de reconnaissance. Et d'ailleurs, dans cette exploration, il y a une dernière pépite, une découverte qui illustre parfaitement la puissance de l'approche. Je vous écoute. Ça concerne les quasi-synonymes. Ah, les faux amis, les mots qui se ressemblent, le cauchemar de tout apprenant. Exactement. C'était le thème le plus abordé dans les exercices d'ICERT. 31% des questions portaient là-dessus. Les profs avaient bien identifié ça comme un point clé. Et pourtant, Pourtant, surprise, quand on regarde les questions difficiles, celles sur les quasi-synonymes ne représentent que 6% du total. attendez, ça veut dire que, malgré ce que pensaient les profs, les étudiants s'en sortaient plutôt bien? Très bien même. C'est une excellente nouvelle pour le modèle de la classe inversée, ça. Tout le travail en amont sur les diapos a visiblement payé. Tout à fait. Mais il y a une exception, et elle est magnifique. Une seule catégorie de quasi-synonymes posait systématiquement problème. Laquelle? Toutes les manières de dire un peu, en chinois. Un peu. Oui. En français, c'est simple, on a un peu. En chinois, pour un niveau intermédiaire, il y en a au moins 3. Ixia, Idian, Yodian. Leurs usages dépendent de nuances de contexte très fines. Je vois. C'est une difficulté que tous les enseignants de chinois pour francophones connaissent. Par intuition. Sauf que là, ce n'est plus une intuition. C'est une donnée objective, chiffrée, issue des réponses de plus de 100 étudiants. C'est incroyable. On passe donc de « j'ai l'impression que mes étudiants ont du mal avec ça » à « les données montrent que 70% de mes étudiants font une erreur sur ce concept précis ». Voilà. Et en particulier sur la différence entre tel et tel mot. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour un enseignant demain matin? Ça change tout. On passe de l'intuition à la preuve. L'enseignant peut désormais agir comme un chirurgien. Il peut cibler avec une précision millimétrique le point exact qui bloque, au lieu de revoir un chapitre entier au cas où. C'est un gain d'efficacité énorme. Spectaculaire.
Et l'enseignant n'a pas besoin d'être un data scientist. Les indicateurs sont là, dans Moodle. En 1 heure, il peut analyser les résultats, identifier les 3 questions qui ont posé problème et dédier le précieux temps de cours à résoudre ce problème-là. L'enseignement devient donc plus réactif, plus agile. C'est exactement l'idée. Terminons comme toujours avec une pensée pour la suite. Cette étude, elle est fascinante parce qu'elle s'applique à des domaines où les réponses sont binaires, c'est juste ou c'est faux. Oui, la grammaire, le vocabulaire. Ça me fait me demander, est-ce qu'on pouvait imaginer un jour une analyse de données similaire pour des compétences plus subjectives, comment on apprend à interpréter un poème, à construire un argumentaire? C'est une excellente question. À quoi ressemblerait l'indice de facilité d'une idée complexe ou l'indice de discrimination d'une nuance de style? C'est peut-être ça la prochaine frontière de la pédagogie.